Jean-Michel Aulas, le vice-président de la Fédération française de football, le président historique et président d'honneur de l'Olympique lyonnais, l'invité de Bartoli Time, Marion. Et oui, absolument. Alors, je sais qu'il est extrêmement occupé. Donc, d'avance, déjà, je le remercie. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir pris le temps d'accepter de répondre à mon invitation, à notre invitation ce soir dans Bartoli Time. Votre mandat de vice-président de la Fédération a été prolongé de 4 ans, Jean-Michel, avec la réélection de Philippe Diallo à la tête de la 3F. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle exactement aujourd'hui au sein de la Fédération ? Bon, c'est un rôle qui est le rôle traditionnel d'un vice-président exécutif, c'est-à-dire d'être derrière le président, derrière Philippe, pour assurer d'une part un certain nombre de missions exécutives, et puis au travers de l'élection qui a eu lieu, qui était une élection très importante, puisque c'est la première fois que la Fédération a une élection aussi élargie sur le plan démocratique, puisque tous les présidents de clubs de football amateur pouvaient voter, d'être au soutien, et j'ai donc fait avec Philippe une campagne qui était une campagne extrêmement importante. Vous savez que pour la Fédération française de football, votent d'une part les présidents de première et deuxième division, plus ceux du national qui ont gardé le statut. Il y a après les responsables de district, donc qui sont pratiquement un par département, et puis les responsables de ligue qui sont comme la nouvelle organisation régionale française au nombre de 12. Donc il a fallu aussi être présent auprès des 12 000 clubs qui pouvaient voter, et donc voilà, donc une mission de soutien et d'image, et puis après des grands projets qui sont des grands projets structurants qui m'intéressent évidemment beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de renouveler ce mandat ou cette expérience. Alors, Jean-Michel, il y a un dossier qui a énormément fait parler ces derniers jours. C'est bien évidemment l'annonce du départ de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026 comme sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous y attendiez un tout petit peu, ou est-ce que vous préparez déjà la suite, ou cette décision vous a finalement un petit peu surpris ? Non, moi personnellement, la décision m'a surprise. Bon, Philippe m'avait appelé la veille parce qu'il avait eu évidemment le contact avec Didier. Et moi, je fais partie, peut-être pas comme tous les gens qui vous entourent à RMC. Je suis un fidèle supporter de Didier Deschamps. Bon, j'étais avec eux en Russie. Alors, je vous rassure, je prends tout le temps la défense de Didier. D'ailleurs, ça me vaut des débats assez acharnés avec tout le monde, mais je prends toujours la défense de Didier. Mais c'est la démocratie, hein, puis le foot fait que on peut avoir tellement d'arguments qui sont quelquefois des arguments de résultats, quelquefois des arguments d'esthétique. Je me souviens qu'une fois, en revenant de Russie avant les quarts de finale, j'avais eu un échange avec un certain nombre de journalistes qui me disaient que le côté en fait du jeu ne leur convenait pas, et moi je maintenais que l'important c'était effectivement d'avoir de gagner, de pouvoir aussi donner une image de la France qui soit une image très positive. Donc voilà, donc je m'y attendais pas, mais par contre en y réfléchissant, je trouve que de la part de Didier, ça ne me surprend pas maintenant que je sais qu'il a annoncé ça, parce que c'est le moment idéal, et comme souvent on lui a reproché sa longévité qui est tout à fait exceptionnelle dans le football, ce serait la même manière si il était dans un club entraîneur et qui gagne longtemps. Il y aurait une partie des supporters qui souhaiteraient aussi du changement. Donc voilà, donc ça ne m'a pas surpris, parce que il est véritablement en position avec des championnats d'Europe et Coupe du Monde aux États-Unis qui arrivent, en situation de pouvoir sortir vraiment avec la tête très haute et avec un parcours qui est exceptionnel. Je vous l'ai dit, moi je suis vraiment un fan de Didier, et j'aime gagner, et une France qui gagne aussi longtemps et aussi souvent, ça fait quand même beaucoup de bien. La belle époque, l'époque à laquelle Jean-Michel Aulas appelait le 32-16 pour réagir au débat. Quel bonheur, alors. C'est une longue histoire entre Jean-Michel Aulas et RMC. Mais vous voyez qu'il a fallu que Marion à l'Élysée vienne exactement.
parce que j'avais décidé effectivement de plus trop parler à RMC. Et voilà, on est ravis de vous retrouver. Je me sentais quelquefois un peu en difficulté, Oui. et donc voilà, donc c'est un Non, mais risque c'est surtout que j'ai pris. Jean-Michel, c'est Mais un surtout risque que vous le assumé. savez, mon surnom chez RMC quand même, c'est la fille qui ne lâche rien. Donc effectivement, je ne vous aurais pas lâché jusqu'à ce que vous acceptiez enfin mon invitation. Exactement. Donc pour abréger effectivement vos souffrances, c'était bien de le faire. Attendons la réélection, voilà. Et exactement. je tiens parole comme j'essaye de le faire tout le temps, même si Et je vous en quelquefois remercie. c'est difficile. Et puis on me dit, oh là là, faut faire attention parce que Marion est d'une ténacité. La science des questions. Oui, voilà. Exactement. Alors vous le savez, c'est aussi la marque de fabrique d'RMC, c'est qu'on aborde tous les sujets. Pour clôturer ce sujet équipe de France, avenir de la sélection, etc., il y a quand même un candidat naturel à la succession de Didier Deschamps, c'est Zinedine Zidane. Son nom revient partout. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ce serait le successeur idéal pour Didier Deschamps à la tête des Bleus, Jean-Michel? Alors, moi, écoutez, de la même manière que je défends Didier, parce que c'est quelqu'un qui a, dans sa manière, des résultats exceptionnels, je suis effectivement un fan aussi de Zinedine. Bon, d'une part en tant que joueur, et puis j'ai eu la chance, je dirais par l'intermédiaire de Karim Benzema, souvent d'avoir des informations, de suivre de manière plus affective que rationnelle l'ensemble de son parcours. C'est effectivement un très bon candidat. Maintenant, c'est l'homme qui parle. Le vice-président de la fédération suivra bien sûr les propositions du président le moment venu. Et puis, il faut aussi être sûr que Zinedine aura à ce moment-là, à cette époque-là, le souhait de venir rejoindre. Mais ça pourrait être évidemment parmi les prétendants l'un des plus importants dans ce registre. Bon, Monsieur Aulas, l'événement de la semaine sur RMC, forcément ça ne vous a pas échappé, c'était la longue interview de John Textor, propriétaire de l'OL depuis un peu plus de 2 ans dans Rotten sans flamme. Il s'est d'ailleurs exprimé sur votre relation à tous les deux, qui a connu des hauts et des bas. Il a dit qu'il avait été déçu par les propos que vous avez tenus dans un podcast, le podcast Carré. Vous avez parlé justement de votre départ de l'OL et vous aviez dit regretter d'avoir dû vendre l'Olympique lyonnais. Écoutez ce qu'a dit John Textor sur vous il y a quelques jours sur RMC. J'ai été très déçu, d'autant plus qu'on s'était mis d'accord avec Jean-Michel Aulas pour faire table rase du passé. Manifestement, lui n'a pas tourné la page. Il a dit que je ne m'y connaissais pas trop en football, que je n'étais pas un manager. Il a dit que je n'étais pas le premier choix, mais le gars qui l'était ne pouvait pas apporter l'argent. Il faut qu'il mette le passé derrière lui. J'ai été invité à acheter ce club et j'aide ce club. On est en Europa League et on va retourner en Ligue des Champions. Alors, comment vous avez réagi à ces propos et quel est l'état de votre relation à tous les deux, Jean-Michel? Non, mais la relation avec John, elle est très bonne et en fait, je m'en suis expliqué avec John parce que j'ai été aussi surpris de sa réaction et je lui ai renvoyé la traduction exacte de mes propos. Bon, je m'exprime moins bien en anglais ou en américain qu'en français, donc j'ai fait traduire précisément. Et je crois qu'il y avait eu une interférence dans les propos que j'avais tenus. J'ai simplement expliqué, et c'est ce qui peut-être l'a un peu déçu, que initialement je n'étais pas vendeur. Et bon, c'est vrai que les choses ne se sont pas passées comme ça. Les 2 autres actionnaires, après le Covid, étaient vendeurs. Et c'est eux qui ont mandaté la banque Reigne pour trouver l'acquéreur. J'ai fait toutes les auditions puisque j'étais l'actionnaire quand même principal avec tous les candidats et c'est vrai qu'à la fin il y avait 2 candidats dont John. Mais je suis après des débuts un petit peu difficiles avec John, un fervent supporter de John quand il gagne des titres et il vient de faire la démonstration. Il le rappelle lui-même que il vient de remporter et le championnat et la Coupe Libertadores avec Botafogo qui fait partie de l'ensemble. Donc bravo à John. Il a imaginé que parce que je ne l'avais pas. Donc vous n'êtes pas fâché, Jean-Michel. Il n'y a pas de problème entre vous. Tout va bien. Non, il n'y a pas de problème entre nous.
voilà, John, je l'ai dit, est non pas un gestionnaire au jour le jour comme je l'étais dans la famille OL, c'est quelqu'un plutôt de génie. J'ai d'ailleurs dans l'interview qui l'a peiné fait référence, je citais Bill Gates. Donc dans mon métier qui suis un informaticien, on peut pas faire plus belle référence. Faire donc, mieux, oui, voilà. exactement. Après, il faut effectivement s'inscrire dans les règles qui sont les règles de l'UEFA, de la FIFA, de la Ligue, de la Fédération. Et quand on est un Américain extrêmement dynamique comme il l'est, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de s'inscrire dans un schéma qui est un schéma préétabli pour tout le monde. Et c'est là où il y a eu quelques difficultés qui ont pu le chagriner. Jean-Michel Aulas, le vice-président de la Fédération française de football, le président d'honneur de l'Olympique lyonnais et l'invité de Bartoli Time sur RMC Marais. Alors Jean-Michel, vous avez été un président absolument exceptionnel pour votre club pendant plus de 35 ans avec des résultats qui ont permis de l'OL d'être au sommet du foot français. Mais aujourd'hui, votre club connaît quand même une période un petit peu compliquée avec des sanctions confirmées par la DNCG, interdiction de recrutement, une masse salariale encadrée et obligation de redresser les comptes avant un nouveau passage en fin de saison. Est-ce que vous êtes inquiet, Jean-Michel, pour l'avenir de votre club ou vous pensez finalement que cette situation va se résorber au fur et à mesure ? Bon, je souhaite véritablement de tout mon cœur que les difficultés actuelles se résolvent. Je pense que John a la capacité, il a des actionnaires puissants dont le fonds américain Ares, qui est l'un des plus importants dans le domaine du sport, qui est aussi actionnaire d'ailleurs de l'Atlético de Madrid derrière lui. Il a lui-même d'autres moyens de développement. Ceci étant, c'est vrai que le suivi de la DNCG s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans un schéma général et il faut pouvoir passer ces échéances. Donc moi, je fais totalement confiance non seulement à John, mais il a mis en place un garçon vraiment de grande qualité que j'ai aidé de toutes mes forces, Laurent Prudhomme, à la tête de la direction générale de l'OL et je suis persuadé que ils vont arriver. Évidemment, après tous les titres qui ont permis à l'OL, tant chez les garçons, chez les filles, qu'à l'académie, d'être au plus haut niveau pendant 30 ans. Bon, je rappelle que la première fois où nous n'avons pas été européens avec l'OL, c'est à la suite du Covid, où le championnat a été arrêté avant la fin. La France a été le seul pays à arrêter son championnat, alors que nous étions 7e, c'était la première place non qualificative. Et ça faisait, je crois, 22 ans de suite que nous étions qualifiés en Coupe d'Europe. Donc voilà, donc je fais confiance aux équipes de John. Il faut qu'ils se concentrent à fond sur l'OL, peut-être moins sur Botafogo, pour que il y ait encore plus de ses compétences à disposition des supporters de l'OL, qui sont des supporters formidables. Jean-Michel, l'extrait de l'interview de John Textor dans Rotten sans flamme qui a provoqué le plus de réactions, c'est sa sortie sur Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Textor estime que Nasser Al-Khelaifi a une trop grande influence sur le foot français, sur les présidents de clubs de Ligue 1 et sur Vincent Labrune, le président de la LFP. Influence néfaste pour le foot français. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité dans ce qu'il dit ? C'est un peu provocateur, c'est un peu une méthode américaine, mais est-ce que sur le fond, il n'a pas un petit peu raison finalement ? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le foot français est organisé de manière extrêmement centralisée. C'est vrai que le poids du PSG et du Qatar est énorme, mais ceci étant, faute d'autres solutions, c'est quand même la solution qui permet au championnat français de fonctionner, d'avoir une équipe susceptible, je l'espère, de gagner la Champions League parce que avec les moyens qui sont mis en œuvre, je suis persuadé que le PSG va y arriver. Alors, moi, j'aurais pas choisi ces mots-là, même si la situation est effectivement une situation où le PSG et Nasser est omniprésent. Mais il est très compétent. Bon, moi, il y a 15 ans, j'avais indiqué que c'était peut-être dangereux d'être trop dépendant à un moment donné d'un seul club, d'une seule nation. Bon, ceci étant, depuis, les choses ont été bien faites. Nasser a bien réussi sur le championnat. Il est président de l'ECA, l'European Club Association, où
j'ai occupé des fonctions extrêmement importantes pendant des années. Il est arrivé président alors que j'étais au bord de cet organisme. Il est aussi à l'UEFA, très proche d'Alexander. Donc voilà, il a des compétences qui permettent aujourd'hui d'assurer ce qu'il fait pour le PSG et pour le championnat. Après, les problèmes de lien sur le plan télévisuel entre beIN et le PSG peuvent quelquefois, dans certaines organisations, effectivement être caractérisés de liens ou de personnes liées. Mais ceci étant, je trouve que encore cette fois-ci, c'est quand même lui avec beIN qui ont sauvé le championnat français. Mais si on parle de sportif, Jean-Michel Aulas, est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même qu'il y a une concurrence déloyale en Ligue 1 ? Parce que vous avez connu une hégémonie dans les années 2000 avec 7 titres de champion de France d'affilée, mais il y avait concurrence parce qu'il n'y avait pas une différence aussi colossale dans les moyens entre les clubs, entre le PSG et les autres, entre Lyon et les autres à l'époque. Est-ce que finalement, ça dessert le championnat, cet écart si important entre les moyens du PSG et les autres clubs ? Alors vous savez, je suis par ailleurs, puisqu'on a évoqué président, vice-président de la fédération, mais président de la Ligue féminine. Alors nous avons pris, puisque c'est une création ex nihilo, il n'y avait pas de championnat professionnel féminin en France, nous avons pris un certain nombre de dispositions de manière à faire en sorte que il y ait non seulement un championnat traditionnel qui se déroule tout au long de la saison, mais nous avons l'année dernière créé ce système de play-off qui a été contesté à un moment donné, mais qui a eu lieu, qui a permis d'ailleurs de faire en sorte que le classement soit à peu près celui qui était à la fin du championnat. Mais c'est vrai que quelquefois, il est important de réfléchir à des règles comme les play-offs, des règles qui seraient des règles de squad limit, c'est-à-dire de plafonnement des équipes, de compétition peut-être plus encadrée, parce que la compétitivité d'un championnat a toujours des vertus qui sont des vertus populaires, et donc voilà, chacun peut avoir un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas dans le championnat français, et bien heureusement, parce que si le Qatar et le PSG et beIN n'étaient pas présents, peut-être qu'on aurait plus de difficultés. Alors, Jean-Michel, il y a eu aussi la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. Vous vous êtes battus l'un contre l'autre pendant des années. Vous vous êtes aussi réconciliés depuis. Vous l'avez même soutenu dans sa campagne de réélection. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la réélection de Vincent Labrune? Et pourquoi aussi ce soutien dans sa campagne? Bon, écoutez, Vincent a su, je dirais, au travers de son expérience de président, acquérir tous les réflexes qu'il convient pour convaincre tous les présidents de la LFP. Il y a eu une réélection démocratique, puisque en fait l'ensemble des présidents ont voté. À partir de là, il a une idée qui est une idée de l'élitisme plus que du foot de territoire que l'on développe à la fédération. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre ce foot élitiste, mais qui est le foot, je dirais, européen, qui est le foot mondial. On voit bien la création aujourd'hui des Coupes du Monde de clubs sur le plan donc FIFA. On voit les Coupes d'Europe de plus en plus importantes, avec 3 niveaux maintenant de Coupe d'Europe. Donc il y a d'un côté un modèle élitiste qui est inexorable, dont on ne peut pas, même si on a des bons sentiments, je dirais, s'affranchir, puisque et la FIFA et l'UEFA, qui sont les organisateurs suprêmes de nos championnats, ont choisi cette orientation-là. Et puis après, il y a le foot des territoires, comme je l'appelle. Il faut absolument que, au sein de la fédération, on arrive à rééquilibrer. Vous l'avez vu, Philippe Diallo, dans sa campagne, a pris l'engagement de créer une 3e division professionnelle au sein de la fédération. On fera en sorte, c'est mon ami Marc Keller qui va en prendre la responsabilité, de créer
des conditions, on va dire, de compétitivité qui soient différentes. Donc voilà, donc c'est très difficile, je dirais, de lutter contre un mouvement qui est un mouvement mondial, qui dicte d'ailleurs l'ensemble des droits télé, parce que on fait pas de l'élitisme pour le plaisir de faire l'élitisme, on fait de l'élitisme pour aller chercher des droits télé qui sont de plus en plus de valeur importante. Donc voilà, donc je constate que les choses se sont pas très bien passées sur les droits télé français, mais je ne pense pas qu'elles puissent changer les principes d'élitisme qui ont été édictés non seulement en France, mais partout en Europe. Jean-Michel Aulas, petite précision d'ailleurs, c'était l'un des souhaits et une volonté exprimée par Philippe Diallo lors de sa campagne. Il aimerait que la fédération ait un droit de regard sur le football professionnel, un droit de regard plus important que ce qui se faisait auparavant. Vous êtes vice-président, vous avez une expérience immense dans ce domaine. Est-ce que vous allez regarder ce qui se passe? Est-ce que vous allez ouvrir des négociations? Est-ce que vous allez aider comme ça la Ligue à se sortir de ces dossiers épineux? Bon, alors, ça va me permettre de faire un bref rappel sur autre chose. Quand j'ai annoncé ma candidature aux côtés et derrière Philippe, bon, il y a eu un certain nombre de voix pour dire que, en fait, j'aurais dû être plutôt devant ou plutôt avec Philippe différemment. Non, je suis derrière Philippe Diallo qui a vraiment toute ma confiance, qui apporte une sérénité au football français qui est nouvelle, des valeurs, avec des directions de l'engagement, avec aussi un développement du football féminin, et puis un certain nombre de valeurs qui touchent aussi évidemment au professionnalisme. Donc Philippe l'a exprimé clairement, et je le suis à 100%, ainsi que tous les membres du COMEX de la fédération, pour dire que il y aura un rendez-vous avec le football professionnel pour essayer de voir comment on peut aider à faire en sorte que les clubs souffrent. Il y a à la suite de l'arrivée de CVC, un certain nombre de choses qui sont probablement à aménager. Et c'est l'engagement qu'a pris Philippe de réunir très rapidement un certain nombre de partenaires qui touchent au football professionnel pour voir comment on peut l'améliorer. Vous avez vu aussi que la fédération a pris sa part dans le déficit actuel financier, puisque nous avons pris l'engagement d'une part d'aider en trésorerie l'année existante de la Ligue professionnelle, et puis sur l'année à venir, la prise en compte des 10 millions de frais d'arbitrage supplémentaires qui vont être pris totalement par la fédération. Donc une volonté, oui, de s'y impliquer, d'apporter un certain nombre d'idées, mais surtout avec une vision d'améliorer tout ce qui est actuellement un peu difficile pour tous les clubs. Alors Jean-Michel, ça sera ma dernière question. Je l'ai évoqué un tout petit peu plus tôt dans cet entretien. Vous avez été président de l'immense Olympique Lyonnais pendant plus de 35 ans. Vous avez forcément eu des relations extrêmement étroites avec les supporters lyonnais. Est-ce que vous continuez à l'entretenir, cette relation? Est-ce que vous continuez à discuter avec eux? Et est-ce que vous craignez qu'avec le système actuel, il y ait une petite perte d'identité finalement de l'ADN Olympique Lyonnais, ou non, franchement, vous avez toute confiance? Je vous félicite pour toutes vos questions qui sont éminemment pertinentes. Pas toujours facile dans la réponse. Ah, ça veut dire oui, ça alors. Ça veut dire oui alors. Mais puisque j'ai pris la responsabilité d'être avec vous ce matin, je ne contournerai pas. Oui, j'ai gardé des relations avec le principal groupe qui est le groupe des Bad Guns. Non pas que j'avais l'obligation d'être en relation avec eux, mais ils sont demandeurs, et c'est vrai que quelquefois, au gré, bon, vous savez que je suis maintenant opérateur de l'Arena, qui véritablement attire non seulement l'événementiel le plus prestigieux d'Europe, mais de nouvelles organisations, du MMA, du catch. D'ailleurs, je cherchais une place pour le concert de Taylor Swift et je ne l'ai pas eu, Jean-Michel. Aïe. J'ai pas vous osé. auriez dû m'appeler parce que vous l'auriez eu. J'ai pas osé. Non mais c'est vrai que ça a été chaud jusqu'à hier. D'ailleurs, l'explication houleuse entre supporters et joueurs après le nul contre Toulouse. Donc, c'est la crainte des supporters lyonnais, Jean-Michel.
Ouais, bien sûr. Oui, non, mais mais ce sont vous des avez supporters raison, passionnés, c'est normal. voilà, les supporters sont passionnés. Il faut mettre à leur crédit que l'année dernière, avant que j'intervienne le 7 décembre, avant le match de Toulouse, John m'avait téléphoné et demandé de venir rencontrer les joueurs. Et puis, je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, il y a eu une remontada à partir de cette victoire 3-0 contre Toulouse, qui a fait que voilà. Mais pendant toute la période difficile, les supporters de l'OL ont été exemplaires. Et véritablement, je n'ai pas vu dans aucun des clubs qui ont eu des difficultés ces dernières années et qui malheureusement sont descendus, autant de solidarité dans une grande ville de la part de supporters déçus par rapport aux prestations de l'équipe. Cette année, c'est vrai que cette élimination et l'entraîneur Pierre Sage l'a dit très clairement, a créé véritablement une ombre au tableau, et donc les supporters sont déçus évidemment. Donc quelquefois il y a des réactions qui ne devraient pas y avoir. Laurent Prudhomme l'a expliqué très clairement. Je pense qu'il faut pour être crédible avec ces groupes de supporters, avoir vécu des moments très très difficiles, et j'en ai vécu malgré toutes les victoires que vous avez bien voulu rappeler, parce que il y a quelques fois, je me souviens du 100e match contre l'AS Saint-Étienne, perdu 1-0 à Gerland, où il a fallu aller à la rencontre des supporters et puis trouver un certain nombre de bonnes formules. De formules. De jouer la Ligue des Champions à la PlayStation pour les Stéphanois, ce genre de choses. Ouais, je vois que vous êtes très documenté. Ouais, on vous connaît, bien sûr. Bien sûr qu'on vous connaît. Oui. En tout cas, voilà, moi j'ai confiance dans le groupe de supporters, mais Laurent Prudhomme a raison, il ne faut pas accepter de dérive. On a besoin, pour avoir une équipe très performante à Lyon comme ailleurs, dans toutes les grandes villes en particulier, de supporters qui sont des supporters de victoire et quelquefois malheureusement de défaite. Et à Lyon, on a des groupes constitués qui sont des groupes en lesquels personnellement j'ai confiance. Bon. Merci, Président Aulas. En tout cas, Jean-Michel, je vous remercie infiniment. Et puis, le Président de la République, vous avez un tout petit peu prévenu en vous disant que je travaillais beaucoup mes interviews. Et comme vous êtes un immense président, il fallait que je travaille doublement. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était le cas pour moi. Ouais, mais en tout cas, il a dit tellement de belles choses sur vous, le Président, que voilà, j'avais aucune crainte, même si l'expérience était périlleuse. Merci Jean-Michel Aulas. Infiniment, et vous revenez quand vous voulez sur RMC. Nous, vous êtes le bienvenu. Le 32-16 est toujours ouvert. Time. Oui, bien sûr. Vous connaissez la méthode pour passer à l'antenne, Jean-Michel. Exactement. Je vous souhaite un très bon dimanche, ainsi qu'à tous les supporters aussi de l'Olympique Lyonnais que j'aime toujours, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel.